RCN. Le son de la différence. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Ravi de vous retrouver en direct pour ce nouveau numéro de Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois parle des épilepsies. Et aujourd'hui, dans Et puis c'est tout, on a choisi de traiter un sujet, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et là, je me tourne vers mes complices Aurore et Céline. On voulait parler de la santé mentale et des épilepsies. Bah voilà, c'est chose faite, on en parle ce matin. 10h, 11h sur RCN, Et puis c'est tout. Bienvenue à toutes et tous, merci de nous rejoindre en direct. Je me tourne vers Aurore et Céline, bienvenue à vous deux, mes complices dans cette émission et dans cette aventure. Je rappelle que vous êtes toutes les deux, votre rôle, toutes les deux à l'équipe Relais Handicap Rare. Documentaliste Et Céline. Coordinatrice de parcours, et j'anime donc la communauté de pratique épilepsie et handicap pour les 8 départements de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Voilà pourquoi donc on a ce plaisir de travailler ensemble chaque mois sur l'émission Et puis c'est tout. Et aujourd'hui, puisque je le disais, on va traiter d'un sujet qui nous tenait à cœur. Ça fait un moment qu'on l'évoque, puisqu'on l'a ressenti dans les témoignages qu'on a déjà entendus dans cette émission, parce qu'on l'a ressenti quand on parle même de cette émission autour de nous. L'implication de la santé mentale pour les personnes qui souffrent de l'une ou l'autre forme d'épilepsie. Et pour ce faire, je suis ravi d'accueillir à nos côtés Madame Leslie André. Vous êtes psychologue à la Masse Épi Grand Est. Donc ça c'est à Martin-les-Toules. Très bien. Bonjour et bienvenue à vous. Avec vous, évidemment, on va parler de l'impact sur notre santé mentale et sur la santé mentale de ceux qui souffrent d'épilepsie. Donc on en parlera tout à l'heure. Avec nous également le docteur Alexis Tarada. J'espère que je le dis bien. Tout à fait. Vous êtes à l'unité de neuropsychiatrie au CHRU de Nancy. Tout à fait, oui. Voilà. Bonjour et bienvenue à vous. Et puis nous accueillons au téléphone Claire Didlot. Bonjour Claire. Est-ce qu'elle est là, Claire ? Ah, elle n'est pas encore là. Elle va arriver, elle va nous rejoindre, Claire, d'un instant à l'autre. Et elle nous expliquera un petit peu le parcours, je crois, de sa fille, notamment, qui souffre d'épilepsie. Oui. Et avec elle, on reviendra sur le besoin qu'elle peut avoir dans le cadre de sa prise en charge d'être suivie par des psychologues. C'est ça. C'est bien ça. Et on évoquera tout ça donc dans quelques instants. Mais avant, je vous proposais, comme vous le savez, parce que c'est toujours bien de savoir ce que les gens connaissent ou pas du sujet qu'on traite chaque fois dans cette émission. Vous êtes allé dans la rue, Aurore, tu as pris le micro RCN. Oui. Et tu es allé rencontrer des gens dans la rue pour leur poser des questions. On t'écoute. C'est quoi la première question qu'on leur a posée ? On leur a demandé, selon vous, est-ce qu'une personne épileptique a des problèmes psychiatriques ? Comme première question. Non, parce que moi j'en connais, ils sont pas fous. Ben non, c'est une maladie. Non, parce que j'ai ma soeur qui est épileptique justement, épileptique à un haut niveau. Non. Pas forcément, je pense pas. Hein. Elle est pas folle, enfin. Oui. Comment on peut dire des choses pareilles ? Non, je pense que non. C'est une maladie, c'est pas psychiatrique. Ça soigne ? Il y a des médicaments, ça soigne ? Ah, pas du tout, non. Elle souffre d'épilepsie, point. Ah, alors là, est-ce que on vérifiera évidemment si ce qui est dit est vrai, mais d'après ce qu'on entend là, globalement, c'est pas psychiatrique, voilà, c'est pas parce qu'on souffre d'une épilepsie qu'on est fou. On a même entendu elle est pas folle tout à l'heure. Je vous laisse peut-être agir chacun au micro-trottoir. Je commence par qui ? Par vous, docteur ? Ok. Je voyais vous faisiez un petit geste de la main, donc je vous donne la parole. Docteur Tarada, on vous écoute. Eh bien, effectivement, alors là, ce qu'on entend dans ce témoignage, alors ce qui est bien, c'est que il y a une déstigmatisation de l'épilepsie, mais on se rend compte que la déstigmatisation de l'épilepsie, finalement, elle passe dans l'idée, en tout cas dans ce qu'on a entendu là, par l'éloignement de la psychiatrie. C'est surtout pas psychiatrique. Or, effectivement, les liens sont un peu plus complexes entre épilepsie et psychiatrie. C'est plutôt une maladie neuropsychiatrique, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients peuvent être touchés par un trouble psychiatrique, que ce soit anxiété, dépression ou psychose. Tous les troubles psychiatriques sont surreprésentés dans l'épilepsie. Et puis, on va avoir des liens un peu dans les deux sens. On va en parler longuement, vous spoilez déjà presque la fin de l'émission, n'allons pas trop vite. Mais vous êtes surpris par ce qu'on entend des gens, justement, le fait qu'ils disent « non, il n'y a pas de rapport, c'est pas possible ». J'étais un peu surpris effectivement parce que j'ai pu entendre dans la pratique clinique parfois au contraire une stigmatisation parce que l'épilepsie c'est un peu bizarre et puis peut-être que du coup ce serait un petit peu psychiatrique et donc j'ai été un peu surpris finalement en entendant ces témoignages. Effectivement, je ne sais pas ce que... on va se tourner justement maintenant vers vous, Leslie André. Je rappelle qu'il est psychologue. Surprise par ce que vous avez entendu des gens dans la rue ? Un petit peu quand même, parce que c'est vrai que l'épilepsie est une maladie qui faisait peur, qui était déjà vue un peu comme psychiatrique. Elle était traitée au tout début dans les asiles, avant d'être soignée médicalement.
Donc ça restait quand même quelque chose d'assez effrayant. Moi, pour ma part, étant dans un centre d'accueil fermé, nos résidents sont majoritairement avec des troubles ou psychiatriques ou dépressifs, anxieux, et c'est quand même la grande majorité de nos résidents. On va évidemment le réévoquer, mais vous êtes dans un contexte un petit peu particulier, oui. Effectivement. On a Claire au téléphone, je crois, on me confirme, c'est bon ? Oui, bonjour. Bonjour Claire. On vient d'écouter donc la première réponse des gens dans la rue au sujet du micro-trottoir, et on entendait donc beaucoup de gens dire non, ça n'a aucun rapport, la psychiatrie et les épilepsies. Vous en pensez quoi, vous, de ce qu'on vient d'entendre ? Moi, en tant que maman, je pense que il faut absolument, quoi qu'il en soit, avoir un suivi psychologique par rapport à ça, par rapport post-crise et avant la crise aussi. Ça peut être compliqué à gérer et pour l'entourage et pour la personne elle-même, en fait. Voilà, avec peut-être des comportements inadaptés par la suite. Donc, je pense que c'est en lien. Après, ça n'a rien à voir avec la folie non plus. Donc, voilà. On précise, vous Claire, votre fille souffre d'une épilepsie. Et je crois que... Une épilepsie pharmacorésistante. Voilà, et je crois qu'effectivement elle est suivie par un psychologue et vous nous en reparlerez évidemment tout à l'heure. Oui. On continue sur les questions du micro-trottoir, Aurore, la deuxième question que tu as posée aux gens. Oui, on a demandé si les personnes avaient peur d'une personne épileptique. Allez, on écoute les réponses. Pourquoi avoir peur ? En fait, c'est juste impressionnant. Quand il tombe, si c'est la première fois qu'on voit ça. Oui. Mais sinon, non, c'est une maladie comme une autre. D'accord. Il faut juste s'habituer, c'est tout. Non, parce qu'elle tombe par terre et puis on la regarde un peu en lettre et tout. Mais on n'a pas peur. Pourquoi avoir peur ? Non, parce que je connais quelqu'un qui est épileptique et que c'est peut-être pour ça aussi. Non, j'en ai pas peur en fait. Non, ça m'est arrivé. Non, c'est pour ça que je dis c'est pas une maladie. Ouais. Ça m'est arrivé et je me fais pas peur. Pour savoir comment réagir si jamais on a besoin de l'aider, mais non, pas peur de la personne. Comment savoir faire ou quoi de la situation, oui. Peut-être, mais pas de la personne en soi. Non, j'en ai connu. Moi, j'avais un collègue qui souffrait d'épilepsie. J'avais une amie qui avait été diagnostiquée épileptique et justement la peur, c'était pas vraiment une peur en soi de la personne, mais plutôt de l'inquiétude pour elle. Oui, parce qu'à tout moment, ils ont peur pour faire des crises. S'ils sortent en ville ou au restaurant, à tout moment, on ne sait pas la crise, elle peut venir quand et comment gérer. Je pense que dans l'entourage, ils doivent un peu avoir peur. Ou aussi des regards des gens, des autres. Des choses intéressantes qui sont dites à l'instant. Mais on voit que la peur, quand on parle de peur, ça ramène quand même beaucoup à cette notion de crise, toujours. Je vous pose peut-être la question, vous réagissez comment, Leslie ? Quand il y a une crise ? Non, par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'on vient d'entendre, c'est rassurant déjà, les gens n'ont plus forcément peur de la personne épileptique. Peur de la crise, c'est bien aussi, parce qu'effectivement, ça peut être impressionnant en fonction de comment la personne peut tomber. Les gens tombent des fois très raides et très forts, donc ça peut faire très peur. Il peut y avoir du traumatisme crânien et du sang, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, en tout cas. On précise, pas pour toutes les personnes qui souffrent d'épilepsie. Non. Il y a différents types de crises. Une petite partie des gens qui souffrent d'épilepsie. Ouais. Oui. Mais on entend parler de la peur, on entend parler aussi du besoin de savoir comment réagir. J'entendais ça dans ce micro-trottoir. Peut-être vous voulez réagir, docteur ? Effectivement, en fait, ce qui fait souvent la peur, elle vient souvent du fait qu'on se sent impuissant. Et donc peut-être qu'effectivement pour des témoins qui n'ont pas l'habitude d'un patient qui a une épilepsie, eh bien effectivement, quand ils sont confrontés à une crise et qu'ils ne savent pas quoi faire, effectivement, à ce moment-là, dans un sentiment d'impuissance, on peut avoir peur. Et je pense que, voilà, connaître l'épilepsie, et donc on l'entend, ceux qui ont déjà été confrontés ou qui connaissent, du coup, comme ils savent réagir, ils n'ont pas peur. Et c'est ce qu'une dame a dit. Elle dit, j'ai eu peur la première fois, mais après, une fois qu'on a été confronté, une fois qu'on connaît, qu'on sait quoi faire, eh bien, on met en sécurité et à ce moment-là, le sentiment de peur, il diminue. En tout cas, pour les témoins. Oui, on entend cette notion de dire il faut qu'on apprenne juste à savoir réagir effectivement pour avoir moins peur. Claire, on entendait aussi parler une dame qui disait la peur des parents quant à la survenue d'une crise. Vous l'avez entendu aussi, je pense. Oui. Moi, c'est dans le sens aussi, je voulais revenir avant, dans le sens où ma fille, c'est des absences, donc c'est quelquefois et souvent invisible, mais nous, on les voit très bien, on est très, très réactifs par rapport à ça, et après il peut avoir une grande fatigue et un endormissement. Pour ce qui est des épilepsies, parce qu'elles sont tellement différentes l'une de l'autre,
où il y a une crise de grand mal avec... parfois, effectivement, ça peut être très violent parce que moi, effectivement, dans mon travail, je suis aide-soignante en orthopédie et on a souvent des personnes polytraumatisées ou qui ont des fractures par rapport à ça, quoi. Mais oui, ça peut être angoissant. Nous, c'est assez angoissant. Alors, nous, moins. C'est plus pour le frère et la sœur de Pauline parce qu'ils sont hyper vigilants et toujours dans l'hypervigilance en fait. On parle des danses aussi par rapport aux frères et les sœurs. Voilà. Et on entendait parler de la peur du regard des autres aussi. Vous l'avez ça déjà eu cette peur-là avec votre fille de vous dire qu'est-ce que les gens vont penser si elle fait une crise? Alors oui. C'est plutôt post-crise parce que du coup, elle peut être avec des émotions mélangées, très en colère, avec des propos et des comportements inadaptés. C'est plus dans ça, on se sent un petit peu impuissant parce que du coup, comment faire? Vous voyez, elle est très grande, elle a 14 ans, donc voilà, pour l'image extérieure, c'est oui, elle devrait écouter ses parents et en fait, c'est pas du tout ça. Mais après, les personnes extérieurs sont pas non plus ils peuvent pas comprendre non plus, mais en expliquant on peut après faire réagir différemment en fait. Oui. Voilà. C'est cette notion encore une fois de savoir pour pouvoir mieux réagir. On va passer à la troisième question et là on va rassembler un peu toutes les pièces du puzzle dans une question un peu plus centrée sur l'émission. Aurore, les dernières questions posées dans la rue. Connaissez-vous des liens entre épilepsie et santé mentale? Quels sont les impacts possibles? Je ne sais pas si forcément il y a un lien, mais je pense que moi, à leur place, je serais quand même dépressive parce que je me dirais pourquoi ça tombe sur moi comme toutes les autres maladies, quoi. Ça la fatigue peut-être plus, et puis avec son traitement, justement, ça a un impact sur son moral, ça n'a pas d'impact sur sa vie sociale. Elle est très renfermée par contre. Elle s'isole. Sa copine, c'est ma mère, quoi. Puis moi. Elle allait pas bien du tout, elle avait des hallucinations et c'est plutôt sur ce côté-là, je pense, l'impact psychologique. Ça dépend, il y a peut-être des gens qui ont peut-être plus peur. Je dirais oui, peut-être, ouais. Oui, sur la façon de vivre, ou peut-être une dépression à force de plus savoir comment gérer sa vie, peut-être oui. Quand on souffre d'épilepsie, on n'a pas la vie facile. C'est deux choses différentes quand même, non? Pour ses proches, ça doit être très dur quand même, je pense. Alors, même si c'est deux choses différentes, cette dame finit en disant pour ses proches, ça va être très dur. Donc, ça veut dire qu'elle y met quand même un lien entre santé mentale et épilepsie. Qui veut réagir en premier à ce qu'on vient d'entendre peut-être on va proposer peut-être à Claire, tiens. C'est la première. Claire, vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre? Oui, moi je trouve qu'il y a un lien dans le sens où, je parle plutôt là en général dans le sens où ça peut peut-être amener une limitation aussi dans l'emploi pour plus tard par rapport à la fatigabilité, un isolement et une discrimination quand c'est peu ou pas compris. Et pour ma part, pour ma fille, c'est plutôt dans le sens des deuils à gérer pour plus tard, le fait qu'elle ne sache pas lire ni écrire, le fait qu'elle est très fatigable, comprendre... Quand vous dites des deuils, c'est des deuils par rapport à des choses qu'elle pourrait pas faire plus tard, c'est ça? Ah oui, parce que là, elle arrive à l'adolescence, elle a 14 ans, et du coup, elle se pose beaucoup de questions, quand est-ce que mon traitement va finir, alors que c'est une épilepsie pharmaco-résistante, à type de Lennox-Gastaut, et ce sera pour toute sa vie, quoi, de toute façon. Et puis là, on arrive au bout au niveau des traitements, donc la qualité de vie. Moi, ça me fait peur pour plus tard, la qualité de vie. Comment va-t-elle faire pour vivre seule? On va en reparler tout à l'heure, Claire, effectivement. Le faire, vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure, Claire. Ça va être vraiment le sujet de notre échange tout à l'heure, et je vous remercie d'en avoir déjà un peu dévoilé les contours. Je me tourne maintenant pour de nouveau, je vous pose aussi la question peut-être à vous, Leslie André, je rappelle vous êtes psychologue, de ce qu'on vient d'entendre sur le lien entre épilepsie et santé mentale. Globalement, on entend quand même des gens qui disent il y a possiblement un lien, pas forcément, mais il y a possiblement un lien. Il y en a déjà un, parce qu'effectivement c'est une maladie qui empêche
qui va limiter énormément les gens ils ne pourront pas forcément ils ne pourront pas conduire, ils ne pourront pas accéder à un certain nombre de choses. Oui, ça rejoint ce que nous dit Claire à l'instant. Voilà, et c'est vrai que c'est angoissant pour eux, et s'ils regardent la télé, s'ils regardent leurs frères et sœurs, leur famille, ils voient qu'ils ne peuvent pas faire la même chose, qu'ils ne peuvent pas avoir de travail, qu'ils ne peuvent pas partir en vacances de la même façon. Mais quelqu'un parlait de l'impact sur la vie sociale de la maladie. Aussi de pouvoir éventuellement se marier. Nous, en plus, là où je travaille, les résidents ont des handicaps supplémentaires et de la déficience intellectuelle, de la psychose, etc. Donc, ce qui limite encore plus. Et effectivement, certains aimeraient avoir une vie affective. Et c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'ils ils ont un choix très restreint de gens avec qui ils pourraient nouer des liens. Et si c'est des gens de l'extérieur, on peut se poser la question de la vulnérabilité. Donc c'est très très complexe. On va évidemment rebalayer tout ça et un peu plus en détail dans la suite de l'émission. Docteur Tarada, pareil, je rappelle, vous êtes psychiatre au CHRU de Nancy. Votre réaction sur ce qu'on vient d'entendre? Alors effectivement, donc, je confirme effectivement ce que les gens ont dit, mais on voit pour eux, le lien entre santé mentale et épilepsie se fait vraiment via un aspect du handicap et quelque chose de réactionnel à la maladie. Alors effectivement, il y a cet aspect-là, c'est sûr, mais il y a aussi en fait des liens purement biologiques en fait entre épilepsie et troubles psychiatriques, parce que l'épilepsie c'est une maladie du cerveau qui touche différents réseaux, et en fait ça vient aussi parfois activer le réseau des émotions ou de certaines zones cérébrales qui font que c'est des patients qui vont avoir plus de troubles psychiatriques indépendamment du côté réactionnel à la maladie. On va en parler justement dans quelques minutes. On va vraiment se poser la question et vous nous répondrez avec encore plus de détails, mais sur le lien qu'il y a entre épilepsie et santé mentale. Je vous propose peut-être juste qu'entre-temps, on écoute un titre que vous avez choisi. Et là, je crois que c'est vous, Leslie, qui l'avez choisi, ce titre-là, de Joy Division. RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et un sujet ce matin qui nous tient à cœur de parler du lien qu'il peut y avoir entre épilepsie et santé mentale. Mais avant, je voudrais juste qu'on revienne sur le choix du titre qu'on vient d'écouter de Joy Division. Leslie, donc c'est vous qui avez choisi ce titre, mais c'est pas par hasard. Non. Le chanteur Ian Curtis était épileptique. Il faisait des crises sur scène et hors de la scène, et il utilisait ses chansons pour expliquer aussi et parler des émotions qui le traversaient lors de ces crises. Et c'était aussi un grand dépressif, ce qui a fini par l'emporter à l'âge de 23 ans. D'accord. Donc il y avait aussi quand même, lui, il avait vraie conscience du lien qu'il pouvait y avoir entre les deux. Tout à fait. Alors justement, on va y aller, je vais y aller avec mes gros sabots peut-être, mais jusque-là, on se disait ça à l'instant, nous, hors antenne, de dire, dans toutes les émissions à part une qu'on a faites, on a l'impression que on n'a jamais vraiment abordé, et aucun témoin n'a jamais vraiment abordé l'impact sur sa santé mentale des épilepsies. Et là, je me tourne peut-être vers vous, docteur, mais ou vous aussi, à Leslie, évidemment, vous êtes là tous les deux pour interagir, et Claire également au téléphone. Est-ce qu'il y a un lien vraiment, alors vous l'avez déjà un petit peu dépeint tout à l'heure, mais docteur Tarada, il y a un lien entre épilepsie et santé mentale? Oui, tout à fait. Alors il y a un lien, et le lien il est dans les deux sens. C'est-à-dire que les patients qui ont une épilepsie ont plus de risques que la population générale d'avoir un trouble psychiatrique au cours de leur vie. Alors moi je vais parler beaucoup de psychiatrie parce que je suis psychiatre, et la santé mentale va au-delà quand même de la psychiatrie, mais pour ce qui est de la psychiatrie, donc c'est patients qui ont une épilepsie ont plus de risques d'avoir un trouble psychiatrique, et inversement, en fait, les patients qui ont un trouble psychiatrique, notamment une dépression, une schizophrénie, en fait, ils ont plus de risques de développer une épilepsie au cours de leur vie. Donc on sait que les liens sont dans les deux sens. Alors exactement la compréhension de ces liens, on a du mal à la faire. En tout cas, je vous demande qui lui a foutu de la poule, vous savez pas me dire. Non. Voilà, on soit bien clair. Mais il y a vraiment ce lien est très très proéminent. Il est proéminent, et il est aussi historique, c'est-à-dire qu'avant, aujourd'hui, l'épilepsie est passée dans le champ de la neurologie complètement parce qu'il y a eu le développement de l'EEG, etc. Mais à une certaine époque... De l'EEG, pardon. De l'électroencéphalogramme, pardon. Mais à une certaine époque, l'épilepsie était prise en charge plutôt dans les hôpitaux psychiatriques. Oui, ce que disait Leslie tout à l'heure, c'était plutôt pris en charge dans les hôpitaux psychiatriques. Michel Foucault décrit ça dans ses œuvres, où il explique que voilà, tout ce qui est épilepsie, c'était la maladie du diable, c'était des gens possédés, c'était des gens fous là complètement, et donc c'était les asiles qui devaient les recevoir et les traiter, quoi. Mais même après, quand on a compris que ça dépendait du cerveau, ça restait encore dans le champ de la psychiatrie. C'est-à-dire que les aliénistes de l'époque, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, c'était pas les psychiatres, savaient que c'était une maladie électrique dans le cerveau, mais ça restait du champ de la psychiatrie. Et par exemple, au Japon actuellement, donc au 21e siècle, c'est toujours pour les épilepsies pharmacosensibles, donc les moins sévères, c'est toujours les psychiatres qui les prennent en charge. Et les
Japon n'est pas moins avancé en termes de science sur l'épilepsie, ils savent très bien. Mais donc on voit que finalement cette distinction, cette séparation des deux spécialités, en tout cas en France, neurologie et psychiatrie ont été complètement séparées et jouent sur ce fait que finalement on met l'épilepsie loin de la psychiatrie, mais en pratique c'est pas si vrai que ça et c'est très associé. On a besoin en fait et du psychiatre et du neurologue pour prendre en charge un patient qui a une épilepsie. C'est quoi? C'est le côté un peu pragmatique d'une maladie qui, on sait, c'est un signal électrique qui se fait, qu'on dit ça peut pas concerner la psyché. Oui, exactement, mais parce qu'en fait il y a toujours un petit peu cette idée, et là on revient un peu finalement sur les tabous de la psychiatrie qu'on a un peu entendu au début du micro-trottoir, mais je rappelle que les troubles psychiatriques sont des vraies maladies qui vont dépendre du cerveau, et donc c'est pas parce qu'une maladie comme l'épilepsie dépend organiquement ou physiquement du cerveau que pour autant il n'y a plus de lien avec la psychiatrie. La psychiatrie, ça passe aussi par le cerveau. Ouais, certes, c'est un peu plus complexe, il y a une dimension qui va au-delà du côté purement biologique, mais quand même, il y a une dimension scientifique dans la psychiatrie. Et vous disiez, donc globalement, quand on souffre d'épilepsie, on va souffrir ou on souffre déjà de troubles psychiques. Je crois même que parfois, je ne sais plus ce qu'on se disait, il y avait un échange tout à l'heure sur le fait que la comorbidité, quand elle n'est pas bien détectée en amont, parce qu'on parle de comorbidité, je dis pas de bêtises, à partir du moment où on associe, elle peut rendre encore plus difficile l'épilepsie. Oui, alors moi pour ma part à la MAS, la MAS, on rappelle, c'est la maison d'accueil spécialisée, donc spécialisée en plus en épilepsie. Donc on a la chance de travailler avec un neurologue et une psychiatre qui viennent assez régulièrement. Ils travaillent conjointement. Et effectivement, il est des fois difficile de savoir, je dirais pas ce qui va devant derrière, mais ce qui va être plus impactant. Les émotions jouent beaucoup dans l'épilepsie aussi. Beaucoup de résidents crise autres fortes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Donc le psychiatre et le neurologue travaillent sur les traitements, sur l'équilibre des traitements, sur les résidents aussi qui ont des psychoses, parce qu'on sait que les antipsychotiques et les antiépileptiques ne vont pas ensemble. Si on augmente les antipsychotiques, on augmente les crises d'épilepsie. Si on augmente les antiépileptiques, on augmente les troubles psychiatriques. Donc il faut trouver... c'est plus l'œuf ou la poule, mais c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un peu ça. Donc ils disent toujours qu'il faut trouver la dose minimale effective pour permettre une meilleure qualité de vie et une meilleure gestion. Et parallèlement à ça, bien sûr, il y a un suivi psychologique. On a une neuropsychologue aussi qui est présente. On a un tableau technique, pratique qui est quand même assez bien fourni sur la MAS, ce qui fait qu'on peut suivre les résidents au plus près de leurs émotions, au plus près de leur histoire de vie, de ce qu'ils peuvent traverser, comme tout à chacun, événements de vie, pour pouvoir les accompagner au plus près, pour que leur qualité de vie soit la meilleure et leur santé mentale la meilleure possible, la plus équilibrée possible. Vous parlez de suivi psychologique, ça veut dire qu'il n'y a pas que des troubles psychiques, il y a aussi du coup des troubles qui sont liés à la dépression. Dépression, anxiété, et puis tout ce qui fait la vie en collectivité, tout ce qui fait la vie de tout à chacun, les décès, les accompagnements Là, par exemple, Noël va arriver. On sait que ça augmente les risques chez nos résidents parce qu'il y a l'excitation de Noël. Est-ce qu'ils vont rentrer en famille? Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Pour ceux qui ne rentrent pas, ça reste une angoisse aussi supplémentaire. Donc tout ça, on sait que le mois de décembre est très propice à l'augmentation des crises d'épilepsie parce que les résidents sont plus sensibles à ces émotions qui sont pour nous, c'est plus fatigant, mais ça ne génère pas d'anxiété outre mesure que chez eux si. Docteur Tarada, justement, vous nous disiez tout à l'heure en préparant l'émission que globalement, c'était un peu en quart. Pour retenir. Ouais. Vous pouvez nous réexpliquer justement les fameux 4 quarts, j'allais dire, des troubles psychiques ou de santé mentale qui peuvent être touchés par les personnes qui souffrent d'épilepsie? Alors, si on reprend un peu déjà, juste pour que ce soit clair, et puis comme ça rejoint aussi ce que disait Claire. C'est donc les liens entre épilepsie et psychiatrie, les troubles psychiatriques dans l'épilepsie, on va les classer en fonction des crises. C'est-à-dire il va y avoir les troubles psychiatriques autour des crises, avant, pendant ou après une crise. Et puis les troubles psychiatriques intercritiques, qui sont pas liés directement à la survenue d'une crise. Et si on prend, quand on combine tout ça, si on prend tous les troubles psychiques associés à l'épilepsie, on va avoir un quart de patients qui vont avoir un trouble dépressif, un quart qui vont avoir un trouble anxieux, un quart qui peuvent avoir des comportements ou des idées suicidaires. Et puis, ce qui est considérable. Exactement. Et puis pour les troubles psychotiques, c'est-à-dire les troubles avec du délire ou des hallucinations, ça représente 8%. Par exemple quoi? C'est des schizophrénies, des choses comme ça? Ouais, alors
Il y a la schizophrénie, mais c'est pas forcément. C'est des troubles psychotiques un peu plus spécifiques à l'épilepsie, qui sont un petit peu différents de la schizophrénie. Mais pour retenir effectivement la psychose la plus connue, c'est la schizophrénie, mais il y en a d'autres dans l'épilepsie. Et donc ça, c'est à peu près 8% des patients qui ont une épilepsie, c'est-à-dire 8 fois plus que la population générale. Ah, c'est considérable. Ouais. C'est considérable. D'où l'intérêt de prendre conscience et d'accepter aussi que l'épilepsie joue sur la santé mentale. Oui. Et l'intérêt en fait de les prendre en charge, c'est que une comorbidité psychiatrique de l'épilepsie non traitée, c'est un moins bon contrôle de l'épilepsie, c'est une qualité de vie qui est moins bonne. C'est aussi des patients qui vont avoir finalement, quand le trouble psychiatrique est pas bien traité, ils ont aussi plus d'effets indésirables des antiépileptiques. Ouais. Donc il y a des liens. Claire, vous nous parliez tout à l'heure du besoin d'être suivi par un psychologue tout à l'heure, je crois, pour votre fille. Hein. Oui, déjà dès le départ, par rapport à sa tumeur cérébrale et par rapport à sa chimiothérapie, elle était toute petite, donc déjà là. Et depuis des années, elle se fait suivre aussi par rapport à ses émotions en fait, qui sont des fois difficiles à gérer pour elle. Comme je disais tout à l'heure, des deuils à faire par rapport à sa vie future, ne pas savoir les réécrire, comme je disais tout à l'heure, par rapport à des amis à l'IME à Flavigny, même si eux ont un déficit aussi intellectuel. Hein. C'est pas évident, par exemple, même le repas, lire le repas ou faire des choses comme ça. Elle sait pas pour l'instant parce que je pourrais conduire. Est-ce que c'est compliqué pour elle à gérer. Et puis c'est d'autant plus aussi compliqué pour nous parents, quoi. Parce que j'allais y venir parce que c'est vrai que pour l'instant on parle et on va continuer de parler des personnes qui souffrent d'épilepsie, mais il y a les aidants. Elle a raison, Claire, dans ce qu'elle dit. On n'a pas encore parlé de l'impact sur la santé mentale des aidants. Alors je sais qu'on a encore un peu de temps dans cette émission pour le faire, mais on le mesure, cet impact-là, Leslie ? Nous, on le voit très régulièrement lors des rencontres pour les projets personnalisés ou quand les familles viennent voir les résidents. C'est compliqué pour eux parce qu'ils voient leurs enfants vieillir. Ils voient leurs enfants s'ils sont pas bien, ils savent pas forcément comment faire pour les aider par moment, ça dépend des situations. Donc des fois ils viennent aussi rajouter de l'angoisse. Donc voilà, on est là aussi pour les écouter par rapport à leur angoisse, par rapport à ce qu'ils peuvent traverser. Je pense à ça parce qu'avec Madame Basselin, on se connaît depuis longtemps. Donc, oui, alors, je n'ai pas précisé qu'elle était avec nous, Marie-Agnès. Pardon, j'aurais pu le faire avant. Marie-Agnès qui nous accompagne régulièrement dans l'émission, qui est aidante également. Voilà. Donc je connais Madame Basselin depuis maintenant près de 10 ans. Donc voilà, on a passé quelques étapes aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est pas simple pour un parent de voir son enfant grandir avec une maladie qui est invalidante. Et puis de ce qui pourrait se passer pour la suite. Il y a les questions des deuils, parce que Claire nous dit ma fille doit faire des deuils sur des choses qu'elle ne fera pas, mais je ne voulais pas demander, Claire, mais vous aussi, pour vous, c'est des deuils aussi que vous portez, ça, non ? C'est des deuils aussi, oui, mais... deuil et culpabilité, peut-être aussi ou pas ? C'est des choses qu'on peut porter comme parents ? Oui, culpabilité, pourquoi nous, voilà. Et voilà, et de se dire que plus tard, quand on sera plus là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et ne pas laisser non plus cette responsabilité à son frère et sa sœur, parce que moi je ne veux pas en fait, parce que chacun a le droit à sa vie en fait, vous voyez, au même titre que Pauline aura la sienne, elle sera peut-être amoureuse, elle vivra peut-être en appartement en autonomie ou pas, ou dans un lieu de vie, mais chacun a le droit parce que là même le frère et la sœur se sentent pas obligés, mais vous voyez quand il y a une crise ils sont toujours très inquiets, là elle dort, regarde maman elle clignote des yeux, ils sont toujours hyper vigilants en fait. Alors ça c'est l'hypervigilance des frères et sœurs, vous parlez beaucoup. Et par rapport à l'aidant, je parlais aussi, oui effectivement que la fratrie est aidante aussi, et que hier, on en parlera plus tard par rapport à la chanson que j'ai choisi. Je vais à la maison des aidants faire de l'art-thérapie, du coup, et j'ai pu chanter hier par rapport à ça. Voilà. Et vous parlez beaucoup du frère et de la sœur, vous ne parlez pas beaucoup de vous, je trouve.
Moi, je me fais suivre aussi, personnellement, chez un psychiatre où je fais de l'hypnose. J'ai repris le sport depuis 3 ans maintenant aussi, comme je vous disais la dernière fois, et ça m'aide. Mon travail m'aide en tant que soignant aussi, quoi. J'arrive à faire, quand je pars du travail, je laisse le travail dans la voiture et quand j'arrive chez moi, voilà. Mon mari aussi est là aussi pour m'aider. Enfin, on s'entraide par rapport à ça, même si des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Voilà. Ça c'est vrai pour tous les parents, dans toutes les familles. C'est ça. Mais lui gère plus le côté traitement, en fait. D'accord. Parce que moi, ça m'a. Alors que je suis soignante, vous voyez, mais ça m'a toujours un peu les traitements chimio, les traitements épilepsie. J'ai l'impression qu'on la gave, en fait. Vous voyez, c'est mon impression à moi, mais c'est pour elle au final un bien-être plus pour elle. En fait. C'est intéressant ce que nous dit Claire. On entend aussi, je suis heureux que vous le disiez et que vous nous fassiez cette confiance, Claire, de nous parler de votre suivi aussi à vous. Le rôle des psychologues et psychiatres, justement, d'abord pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, mais aussi pour les personnes qui aident. Vous, par exemple, docteur Tarada, vous êtes psychiatre au sein du service de neuropsychiatrie au CHRU de Nancy. Ouais. C'est quoi votre rôle, c'est quoi votre place aujourd'hui concrètement ? Alors, concrètement, donc, moi je suis amené à évaluer, alors dans le contexte des épilepsies pharmacorésistantes, quand il y a une chirurgie de l'épilepsie déjà, je suis amené à évaluer les patients avant la chirurgie de façon systématique pour être sûr qu'il n'y a pas une comorbidité psychiatrique qui ne serait pas repérée ou pas traitée ou pas stabilisée avant d'opérer la personne, parce que opérer une épilepsie alors qu'il y a un trouble psychiatrique non traité, non stabilisé, on s'expose à un risque de complications psychiatriques après la chirurgie, et qui vont impacter finalement la qualité de vie du patient, plus même que l'épilepsie en elle-même. Donc il y a cet aspect-là. C'est hyper important de le prévenir, ça. Ouais. Et après, c'est pour les épileptologues, quand ils repèrent, là on ne parle plus de chirurgie de l'épilepsie, mais donc quand ils ont des patients pour lesquels en fait, ils voient qu'il y a des symptômes psychiatriques intriqués ou associés et qui impactent la qualité de vie, à ce moment-là, je suis amené effectivement à évaluer, prendre en charge. Et là, il y a différentes possibilités de prise en charge. Bon, d'abord, effectivement, déjà, il va être en premier lieu pharmacothérapique. C'est est-ce qu'il faut adapter le traitement antiépileptique, parce que les traitements antiépileptiques peuvent avoir des effets secondaires sur le plan psychiatrique. Il y en a qui ne sont pas bien tolérés sur ce plan-là. Et après, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut introduire ou pas un traitement psychotrope, un antidépresseur, un antipsychotique, un anxiolytique. Qui, on l'a entendu tout à l'heure, va plutôt contre... Alors, en fait, ça c'est une crainte, par exemple, qu'on peut avoir, c'est ce qu'on entend, mais il y a plein de traitements psychotropes qui sont très bien tolérés dans l'épilepsie. Par exemple, un antidépresseur, on peut le mettre en toute sécurité. La plupart des antidépresseurs sont bien tolérés dans l'épilepsie, et au contraire, en fait, quand vous traitez la dépression ou l'anxiété avec l'antidépresseur, en fait, vous améliorez le contrôle de l'épilepsie. Au contraire, le patient, il crise moins. D'accord. Donc non, c'est important d'avoir en tête qu'il y a plein de molécules qui sont bien tolérées dans l'épilepsie. Et même pour les psychoses, les antipsychotiques, il y en a qui peuvent être prescrits avec un risque qui est relativement faible en fait sur l'épilepsie. Donc il y a cet aspect-là de la prise en charge. Et après, il y a effectivement, est-ce qu'il faut ou pas mettre en place un suivi au long cours de proximité et des techniques psychothérapeutiques. Oui, c'est ça. Et là, on se tourne vers vous, Leslie, mais on l'entend, l'un des principaux troubles, c'est la dépression, le trouble de la dépression. Ça, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que c'est plutôt avec des psychologues qu'on accompagne que des psychiatres sur la dépression. Après, ça dépend des... Ça dépend de la sévérité, en fait. Excusez-moi, je dis peut-être des bêtises, mais je suis là pour ça. Disons que moi, je vais évaluer un petit peu où ils en sont au niveau de l'humeur, au niveau des troubles, et si je vois que ça va trop loin, effectivement, je fais appel à la psychiatre pour dire ohé. Aidez-moi. Là, il me faut une aide un peu chimique, et puis un autre niveau, là, c'est pas possible. Donc moi, je gère plutôt au quotidien, c'est-à-dire que je suis à la masse depuis 6 ans maintenant. Donc voilà, je connais les résidents, je connais comment ils fonctionnent, je connais un peu leur famille pour la plupart. Donc on peut discuter ensemble de ce qui se passe pour le résident, de sa vie en collectivité, parce que ça aussi, ça peut aussi générer beaucoup d'anxiété. C'est pas évident de vivre à 40, pas donné à tout le monde. Et donc voilà, c'est au quotidien, pendant les activités, au moment des repas, dans tous les moments de vie en fait qu'on repère, qu'on discute avec eux de manière formelle, informelle. J'ai des rendez-vous fixes avec certains, mais pour beaucoup, c'est lors des activités.
On échange sur tout et sur rien, et c'est le lien qui va se créer, qui va leur permettre aussi de s'ouvrir à moi sur des thématiques des fois un peu plus profondes et un peu plus compliquées. Et puis j'entends aussi, de par ta connaissance des résidents, une certaine forme de prévention finalement, dans ce lien quotidien, dans cette prise dans le fait de leur donner des espaces de parole quotidiens. Tu peux prévenir aussi, on entendait parler de la période des fêtes qui arrive, là où s'il y a quelque chose de plus aigu, effectivement il va falloir recourir à la chimie, et là je crois que c'est le rôle du psychiatre que de pouvoir prescrire et faire le suivi. Et de l'épileptologue aussi, parce qu'en fait, ça aussi c'est un message qu'on essaie de faire passer, parce qu'on n'est pas beaucoup de psychiatres aujourd'hui en France à s'intéresser à l'épilepsie, donc les épileptologues, il faut qu'ils aient aussi ces compétences-là, donc on leur apprend, on leur enseigne aussi un peu. Et pour ma part, au sein de la masse, l'avantage qu'on a aussi, c'est que toute l'équipe en fait observe les résidents. Donc je ne suis pas la seule, c'est tous les soignants, aides-soignants. Alertés ou en tout cas, on communique, aujourd'hui il y a ça, ou ça fait quelque temps qu'il y a tel et tel type de comportement, est-ce que tu pourrais le voir, c'est vraiment tout ce réseau qui permet une prise en charge au plus près. Et finalement, autant l'épilepsie que la santé mentale est l'affaire de tous. Et je crois que ça c'est quelque chose de très important. Oui, mais alors là on l'entend dans le cadre un peu particulier, et ça va dans ce que je dis, la masse, on le rappelle, c'est une maison d'accueil spécialisée où les gens vivent en fait, les malades vivent ensemble, c'est chez eux. Mais c'est pas le cas de la majorité des personnes qui souffrent d'épilepsie. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? On entend ce que nous dit aussi Claire, que pour elle c'est important qu'il y ait un suivi psychologique. Donc ça veut dire que, et Claire vous me dites si je me trompe, mais que pour vous c'est essentiel dès lors qu'on souffre d'une maladie comme l'épilepsie, de pouvoir avoir un suivi et de pouvoir être accompagné. C'est ce que vous disiez quelque part. Oui, et puis même sur le long terme, pour pouvoir vivre normalement, quelle est la vie normale, on est tous différents, mais je veux dire pour avoir une belle qualité de vie en fait. Moi, peu importe après si ma fille travaillera ou pas, ce que je veux c'est qu'elle soit heureuse, et c'est le principal pour moi. C'est l'essentiel. Mais je veux revenir sur cette notion parce qu'on a entendu votre fille, elle est aussi elle est suivie dans un centre, c'est ça ? Oui, elle est à l'IME à Flavigny, parce qu'elle appartient aussi à l'OHS. Comme la masse EPI, c'est le même... elle y est heureuse. Ils font énormément d'activités. Les éducateurs, l'équipe est super. Elle y va aussi 2 fois par semaine à l'internat, le lundi, mardi, pourra elle se reposer beaucoup plus, parce que le bus le matin vient de très bonne heure la chercher. Donc, et nous, ça nous fait peut-être une bouffée d'oxygène, de la savoir heureuse, mais de ne pas voir tout ce qu'elle vit aussi. Puis elle a son histoire de vie aussi à créer, et ses amitiés et sa vie tout court. Là, c'était compliqué en en septembre, parce que elle est passée chez des plus grands, et là elle fait des ateliers, atelier cuisine, atelier jardinage, donc elle rentre plutôt maintenant dans la vie adulte, on va dire. Donc là on parle de cas effectivement de gens qui sont très entourés par des spécialistes, des professionnels. Qu'en est-il pour tous les autres ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'on sait qu'il y a 1000 millions, je ne sais pas combien de formes d'épilepsie. Oui. C'est la maladie neurologique, si je ne dis pas de bêtises, la plus répandue au monde. Donc, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être accompagnés de cette façon-là. Alors, il faut aussi, effectivement, d'où l'intérêt de cette émission aussi. Déjà, je pense en parler, ça permet aussi de déstigmatiser, de dire, ok, en fait, oui, il peut y avoir des impacts de santé mentale quand on a une épilepsie. Après, il faut aussi dire, là on parle effectivement de la situation des personnes qui vont avoir des problématiques de santé mentale. Il y a des patients aussi qui ont une épilepsie et qui vont bien et qui sont stabilisés, qui n'ont pas de problématiques de santé mentale et qui n'ont pas nécessairement besoin de suivi à ce niveau-là. Moi, ce que je dis souvent, on fait dans les groupes d'éducation thérapeutique de patients, dans les séances, en fait, on a prévu une séance anxiété-dépression déjà, parce que ça va être les plus fréquents. Et justement, même si les patients, ils n'ont pas ces problématiques-là, mais de savoir que c'est possible que ça arrive, que c'est plus fréquent, en fait, on les amène aussi à surveiller leur humeur et leur anxiété, un peu comme on surveillerait sa tension, son machin, quand on a une hypertension. Et c'est pareil, en fait, on peut monitorer, on peut regarder un peu son humeur. Et est-ce que là, ça fait quand même plus de 15 jours que je suis vraiment triste, que je commence à dégrader, est-ce qu'il n'y aurait pas une dépression ? Et à ce moment-là, rien que le savoir, dépister, en parler à son épileptologue, déjà c'est l'étape numéro 1, je pense. Intéressant, effectivement. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Et pour parler du lien qu'il y a entre les épilepsies et la santé mentale, nous sommes accompagnés de Claire Didelot, qui est aide-soignante au CHRU de Nancy, et surtout la maman de Pauline qui souffre d'une épilepsie. Nous sommes accompagnés de Leslie André, vous êtes psychologue à la MAS Épi Grand Est, MAS maison d'accueil spécialisée, et de Dr Alexis Tarada, psychiatre à l'unité neuropsychiatrique du CHRU de Nancy. Il y a énormément de sujets qu'on a encore envie d'aborder, et le temps va malheureusement nous manquer, mais on va quand même aborder quelques-uns des sujets. Je voudrais qu'on revienne sur une notion dont on a un petit peu parlé nous hors antenne et en préparant l'émission, la notion d'anxiété anticipatoire des crises. Qui peut m'expliquer, peut-être vous docteur, ou qui veut vous? Moi j'en ai moins, moi. Vous en avez moins? Oui. Du coup docteur Tarada, peut-être nous expliquer... Donc, quand on parle d'anxiété anticipatoire des crises, en fait, c'est des... alors, je vais parler du côté patient, mais et ce serait bien aussi qu'on parle après du côté des aidants. Et voilà, et ce sera le deuxième sujet que je veux qu'on aborde avant de finir cette émission. Ouais. C'est le fait d'avoir peur au quotidien, d'appréhender et de ruminer sur le fait d'avoir une crise. Donc, c'est des patients, c'est des personnes qui vont en permanence être pris par des préoccupations autour des crises et quand est-ce que va avoir lieu la prochaine crise, etc. Et donc, cette anxiété, alors, elle peut être considérée comme adaptative au début, quand elle est plutôt modérée et raisonnable et qu'on arrive à la contrôler et se dire non mais là il n'y a pas de risque, c'est tranquille, je suis en sécurité. Mais le problème c'est que parfois elle est vraiment très intense cette anxiété, et donc les patients en fait ils vont développer des conduites d'évitement, des conduites de restriction dans leur vie, où en fait ils vont arrêter de sortir, ils vont arrêter de faire des activités. Pour éviter d'avoir la crise ? Pour éviter d'avoir, par peur au cas où une crise arriverait dans cette situation-là. Et donc en fait c'est la peur d'avoir une crise qui guide finalement la vie de la personne au point qu'ils ne vivent plus à cause de cette peur, bien plus qu'à cause des crises en fait, à cause de l'épilepsie. Et Claire nous en parlait tout à l'heure, vous nous en parliez Claire de ce besoin de suivi psychologique, notamment pour ce qui concerne le avant et après les crises. C'était ça un peu l'idée ? Oui, c'est en fait pour Pauline, je sais pas si elle s'en rend réellement compte en fait, parce qu'elle est encore très enfantine, donc elle est plutôt dans sa fatigue, voilà. C'est comme si c'était normal chez elle en fait. Je sais pas comment expliquer en fait, mais c'est plutôt l'après où elle peut être, comme je le disais, assez véhémente, avec des propos inadaptés, un vocabulaire qui passe trop adapté des fois, des répétitions aussi, une écolalie où elle dit le matin quand elle se réveille, elle va dire une 30aine de fois voilà. Ça peut être aussi avant la crise, les yeux qui clignotent, les yeux en amande, le regard fixe, ou des chutes, mais plutôt des chutes quand elle peut courir. Alors ça, est-ce que c'est lié à l'épilepsie ou au syndrome cérébelleux qu'elle a eu avec sa tumeur cérébrale? On ne sait pas en fait, voilà. Céline ? Oui, dites-moi si je me trompe, Claire, mais il me semblait avoir compris aussi, en lien avec ce que disait Dr Tarada, que quelquefois, la peur qu'une crise arrive va générer des comportements d'évitement, voire de repli. Et vous nous expliquiez que il se peut que des fois, Pauline, elle ait des comportements inadaptés après la crise, et que ça pourrait être ces comportements-là qui vont générer un regard particulier d'autrui sur Pauline, pourraient vous empêcher peut-être de sortir, ou pourraient générer chez vous et chez Pauline des comportements de repli, d'évitement. Est-ce que et je complète, ça veut dire que du coup, si j'entends bien dans tout ça, la crise donc c'était anticipatoire des crises, c'est ça? Elle concerne aussi bien la personne qui en souffre que les aidants, du coup, Claire. Oui. Pauline, elle est dans l'action, donc voilà, mais pour elle, après de se sentir regardée, elles se sont, effectivement, plutôt oppressées des regards. Et moi, ça m'énerve parce que je ne peux pas, en fait, concevoir, même s'il a une épilepsie, de ne pas lui dire les choses, vous voyez. Parce que plus tard, elle n'aura pas le choix, en fait. Et vous, à votre place d'aidant, la survenue de la crise, c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous... c'est plutôt, je vais dire, comme je disais tout à l'heure, pour son frère, sa sœur, on le voit tout de suite, oui, ça nous angoisse parce que ça c'est surtout en fait, moi c'est plutôt pour l'avenir. Oh là là, ça s'arrêtera jamais en fait.
Voilà. Et pour son papa aussi, et son frère et sa sœur, mais elle va avoir ça toute sa vie, c'est pas possible qu'elle ait ça, en fait. Voilà, et ça génère beaucoup d'angoisse dans la famille. Et elle, Pauline, ne veut pas en entendre parler de ça. Quand on en parle, après, elle s'en rend compte et elle dit, arrêtez de parler de ça. Hein. Oui, parce qu'elle le porte quelque part. C'est l'autre question, et là, je me tourne vers vous, Leslie André, mais le poids, l'impact sur la santé mentale, là, vraiment pour le coup, de cette maladie, on l'entend là, elle est prégnante. L'impact toute la famille, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, effectivement, qui une fois que les parents ne seront plus là, seront un peu relais. Hein. Ouais. Alors nous on leur dit c'est pas votre place, hein. Vous êtes là, vous venez visiter votre résident, vous passez les fêtes avec, vous passez des bons moments, mais c'est nous qui sommes là pour les prendre en charge. Et s'ils ont besoin, voilà, moi je les accompagne à aller voir, je suis pas leur psychologue à eux, mais je les écoute et j'encourage à aller voir un professionnel à l'extérieur quand je vois que ça devient trop compliqué et que la culpabilité ou que effectivement l'anticipation est trop grande et qu'ils empêchent leurs résidents de faire des choses qu'ils pourraient faire. Céline ? Cette anxiété, elle peut générer quelquefois de la part des aidants des comportements qu'on va nommer de surprotection et qui vont du coup générer peut-être un manque d'autodétermination chez la personne et ce manque de prise de pouvoir sur sa vie va pouvoir aussi générer une forme d'anxiété. On en parlait lors de la réunion. Je vous laisse expliquer ça. Ça peut pas créer de l'agressivité aussi de la personne qui à l'inverse se dit mais c'est ma vie, foutez-moi la paix. Si, ça peut. Effectivement. Docteur Tarada. Et alors l'anxiété anticipatoire des crises, et ça il y a des publications scientifiques qui le montrent, on les voit plus dans les cas d'épilepsie pédiatrique en fait. C'est souvent les parents ou les frères et sœurs qui vont développer une anxiété anticipatoire plus que le patient. Et donc oui, moi j'avais une patiente qu'on suivait qui était très autonome jusqu'à ses 15 ans, elle développe une épilepsie, mais elle était toujours aussi autonome, c'était la même personne sauf qu'elle développait une épilepsie. Et les parents, eux, ont été terrorisés par la survenue des crises, à tel point qu'ils avaient mis en place une espèce de roulement de garde où ils dormaient dans la chambre de leur fille, un parent. Donc en fait, elle avait 15 ans, elle était adolescente et d'un coup, elle se retrouvait à dormir avec ses parents. Donc effectivement, je vous laisse imaginer pour le développement à l'adolescence, etc., de tout le développement psychosexuel aussi de l'enfant, de l'adolescent, pardon, eh bien, c'était très dérangeant. Et donc, effectivement, ça avait généré une situation de conflit familial et une forte agressivité de la part de la patiente. Et cette agressivité avait conduit, cette irritabilité à une dépression. Donc, elle avait une dépression, les parents avaient un trouble anxieux. Il y a beaucoup de choses à traiter. Alors, écoutez, on va devoir malheureusement terminer cette émission. Il est déjà l'heure. Mais je tiens à repréciser, on l'a bien compris, je crois, ce matin, que oui, il y a un impact quand on souffre d'épilepsie sur sa santé mentale, mais pas que sur celle de ses aidants et de ses accompagnants. Et que oui, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont là pour vous écouter. C'est extrêmement important de ne pas rester seul de toute manière dans ces situations de vie. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les choses. Oui. Merci mille fois à vous d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup Claire pour votre témoignage. Je crois que c'est la deuxième fois que vous étiez avec nous. On vous en remercie. Oui. J'aime bien. Et vous revenez quand vous voulez et on serait ravis de vous rencontrer, Claire. On vous fait des gros bisous. Je lance toujours un appel à Yann quand même. Pauline ne l'a toujours pas vu. Hein. L'appel est relancé. Allez, c'est reparti. On vous embrasse fort, Claire. Embrassez Pauline pour nous. Merci beaucoup, Leslie André, d'être venue ce matin. Merci, Alexis Tarada. Je rappelle, Leslie, vous êtes psychologue à la MAS d'Épi Grand Est et vous, Alexis Tarada, psychiatre à l'unité de neuropsychiatrie du CHRU de Nancy. Quelques ressources très rapidement, Aurore. Oui, alors par exemple des articles comme Santé mentale et épilepsie, un lien sous-estimé ou comorbidité psychiatrique dans l'épilepsie. Des ouvrages également, dont un qui va parler d'auteurs concernés par l'épilepsie et la Ligue française contre l'épilepsie qui donne des ressources. Et on va vous mettre tout ça évidemment dans les liens de la vidéo. On vous souhaite à tous une belle journée. On va finir en musique avec un titre choisi par Claire. Claire, c'est quoi ce qu'on écoute là maintenant ? A Thousand Years, c'est 1 millier d'années et j'aime beaucoup c'est aussi sur l'amour. Hein. Comment puis-je aimer quand j'ai peur de tomber ? Et voilà, tout est dit. Beau programme. On vous embrasse, on vous souhaite tous une belle journée et à bientôt pour un nouveau numéro d'Épi C'est Tout. RCN, www.rcn-radio.org